Bonjour à tous, bienvenue dans À bout de taf. Donc aujourd'hui, on va parler de management. Le management traverse aujourd'hui une crise. On mesure une désaffection pour le rôle. Certains déplorent une surcharge de responsabilités ainsi que des injonctions contradictoires. De plus en plus de salariés hésitent même à devenir managers. On a longtemps parlé du phénomène de conscious unbossing, popularisé notamment chez les jeunes actifs, et c'en est un symptôme intéressant. Pourtant, le rejet ne porte pas forcément sur la responsabilité elle-même. Il y a une étude dans la tête des salariés français qui a été publiée par Great Place to Work en janvier 2026 qui montre que 53% des salariés souhaitent prendre davantage de responsabilités. Mais, c'est ça qui est intéressant, seuls 35% se projettent dans le poste de manager lui-même. Alors, ce qui attire, d'après l'enquête, c'est la capacité à accompagner, développer, transmettre. Ce qui rebute, c'est un rôle devenu entre guillemets lourd, parfois mal défini, souvent associé à une accumulation de reporting, de procédures et d'arbitrages permanents qui sont épuisants. Alors dans cet épisode, j'avais envie de poser un certain nombre de questions sur le management. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de management? Qu'est-ce qu'être manager aujourd'hui? Faut-il encore des managers finalement? Et puis, on peut aussi se poser la question de la déconstruction. C'est un terme qu'on entend beaucoup. Faut-il déconstruire le management pour reprendre le terme du philosophe Jacques Derrida? En gros, il ne s'agirait pas de supprimer le management, mais d'examiner certaines pratiques qui nous semblent évidentes. La hiérarchie, le contrôle, les procédures, et se demander si ces fondements sont encore adaptés au travail et aux organisations actuelles. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux chercheurs qui travaillent justement sur ces questions. Anne-Laure Boncory, qui est professeure associée et chef du département management et stratégie à l'INSEC. Bonjour. Bonjour Laure. Et Albert David, qui est professeur des universités en sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine et chercheur au laboratoire Dauphine, recherche donc en management. Vous venez de sortir aux presses des mines Piloter le raisonnement créatif. Et vous avez aussi créé le magnifique musée du management qui a posé ses valises en juillet 2024 à Dauphine après 5 années en mode itinérant. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour et merci. Donc j'ai une première question, tout simplement. C'est quand est-ce qu'on a commencé à parler du management? Quelle est l'histoire du management? Donc je me tourne vers toi, Albert, puisque je sais qu'au musée, vous en avez longuement parlé et vous avez mis en exergue en fait toute l'histoire du management. Trois choses peut-être. Il y a tout un univers bien avant le 19e siècle du management autour de l'économie domestique. L'anglais husband, par exemple, on ne le sait pas toujours. Husbandry, c'est l'agriculture. C'est s'occuper de la ferme et des animaux et des récoltes. Se mettre en ménage en français. Le management, c'est d'abord cette économie-là avant d'arriver plus tard dans l'entreprise. Puisque pour qu'on parle du management en entreprise, il faut qu'il y ait les entreprises au sens contemporain du terme. Ça fait le lien avec l'étymologie, c'est-à-dire en français ménagement, ménage à l'origine du mot anglais, management, ménagement. Et vous voyez bien qu'en français, si vous dites de quelqu'un il faut que je le ménage, c'est une attitude bienveillante. Alors que si vous dites il faut que je le manage ou que je la manage, ça sent un peu la reprise en main si je force un peu le trait. En réalité, management, si on prend ménagement, il y a un côté allouer ses ressources avec parcimonie pour atteindre un objectif, comme dans ménager sa monture, par exemple, ou ménager ses effets. Il y a un côté faire des passages, montrer la voie, comme aménager, si vous voulez. Il y a un côté aussi gérer les gens tels qu'ils sont, ménager la susceptibilité d'une personne. Et donc, c'est plus sophistiqué que ce qu'on comprend, nous, en français, quand on dit management ou manager, parce qu'on a importé le mot sans la subtilité de ses origines et de ses significations. Et puis il y a maneggiare en italien qui veut dire faire tourner des chevaux dans un manège pour les dresser, avec l'idée de tenir les rênes et de coordonner le dressage. Donc quelque part, manager, c'est dresser, mettez autant de guillemets que vous voulez, ou pas de guillemets, dans certains cas. Et puis mana, la main qui dirige, la main qui donne à faire, donc le management comme l'art de faire faire. Il faut ajouter juste qu'il y a un autre mot, enfin il y en a deux autres, gérer et administrer. Si je prends gérer, c'est intéressant parce que ça, on va trouver les sources dans des textes d'Auguste, l'empereur romain en 40 après Jésus-Christ, qui s'inspire de Cicéron et des vertus du citoyen. Donc il y a déjà une vision de la gestion comme quelque chose qui relève d'une morale ou d'une éthique. Et Auguste définit la bonne gestion comme quelque chose, une action, un ensemble de comportements réussis, justes et bénéfiques à tous. Et j'ai l'habitude de dire que si on avait médité cette phrase tous les jours depuis 40 après Jésus-Christ, on n'en serait peut-être pas là. Ça veut dire que gérer est une action qui consiste à dire j'assume une charge, je prends une responsabilité. Et d'ailleurs, alors que c'est dévalorisé gestion ou gestionnaire dans certains univers politiques, par exemple, si on dit mon cher collègue, vous avez une vision purement gestionnaire de l'action publique, c'est pas un compliment. Alors que le langage courant, lui,
à garder la noblesse de l'origine. Quand on dit à un groupe d'amis « vous inquiétez pas, je gère », ça veut dire « j'assume, je vais assumer la responsabilité ». Et d'ailleurs, après, on va vous dire « t'as géré ». On va trouver dans Chanson de geste, par exemple, l'idée qu'il y a une notion d'exploit dans gestion. La chanson de geste, au Moyen-Âge, c'est des troubadours qui chantaient les louanges du preux chevalier. Voilà. Et dernière chose, fin 19e, début 20e, le management devient systématique, c'est-à-dire on peut résumer en gros ce qu'est encore le management contemporain aujourd'hui, et ça commence fin 19e chez Dupont-de Nemours et avec Taylor notamment, et un peu Fayol d'une autre façon, c'est recherche systématique d'efficacité. Et les 3 mots sont importants. C'est des gens, Taylor par exemple, qui faisaient des essais, ils faisaient de la R&D en management. On expérimente un tas de trucs, on fait des calculs, on bosse avec des mathématiciens. Systématique, on va chercher les meilleures pratiques, on les standardise, on les diffuse. Et puis, d'efficacité, ce n'est pas un mot qui était si courant avant. Et du coup, le management d'aujourd'hui est encore empreint de ça, mais on en reparlera sûrement dans la suite. Oui. Et je souligne, c'est complètement exact, tu as raison, Albert, de souligner en fait même 3 filiations sémantiques qu'on a dans la langue française avec gérer, manager et administrer. Alors, oui, donc, d'où Henri Fayol, et c'est vrai que c'était le mot le plus utilisé fin du 19e siècle et début du coup du 20e siècle avec Fayol, 1916. Et on n'a pas cette richesse de l'autre côté, outre-Atlantique, ou en tout cas dans le monde anglo-saxon. On a beaucoup moins de nuances autour de toutes ces pratiques de management, en fait, de gestion, d'administration, qui sont aussi anciennes que nos civilisations. Alors, on peut être à 3500 avant notre ère, avec les débuts de l'écriture. Mais en tant que technologie sociale, en tant que corpus de savoir et aussi de collectif d'acteurs autour du management, cette technologie sociale, cette idéologie, il faut attendre en effet l'émergence des entreprises et puis d'un corpus autour de la fin du 19e et début du 20e siècle pour qu'on parle vraiment du management comme discipline, comme on peut peut-être même éventuellement, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord, comme une humanité, je n'en suis pas tout à fait d'accord, mais humanité et technique, en tout cas technologie sociale certainement et idéologie aussi. Juste une question, il y a aussi, est-ce qu'il y a eu différentes figures du management? Parce que on parle de management, mais ok, on a encore la figure pas mal emprunt, il me semble, de taylorisme et de fordisme en France, et d'ailleurs ailleurs aussi. Mais est-ce qu'il y a eu différentes figures managériales depuis le fordisme? Oui, depuis il y en ou a même plein. avant? Ouais, peut-être même avant, c'était la figure de l'entrepreneur. Alors, on a eu l'entrepreneur, qui d'ailleurs... Donc l'entrepreneur était manager. Alors, même avant, quand on parle... Parce que c'est vrai qu'on n'est pas là, c'est vrai, on ne va pas parler spécifiquement d'entrepreneuriat, mais puisqu'on a fini on était dans l'étymologie, l'entrepreneur, c'était une personne qui gère, oui. Le mot apparaît en 1755 et c'est une définition, celui qui vit à l'incertain, qui prend des risques, ce genre de choses. D'accord. Et donc, il y a tout un débat ensuite, y compris avec Schumpeter au XXe siècle, sur entrepreneur, manager. Est-ce que l'entrepreneur ne s'est pas dilué dans le management? Est-ce que la séparation propriétaire-manager, qui a des bonnes propriétés historiquement, probablement, ça c'est Fayol qui dit aussi, attention, le fait d'être propriétaire de l'entreprise n'est pas une source suffisante pour légitimer une autorité et pour lui donner des compétences. C'est un des grands apports de Fayol de contester ce principe, un peu comme Taylor va contester le principe du rapport marchand comme régulateur central de la vie des affaires. Quand on est une organisation, il se passe des choses à l'intérieur. Et après, les figures, dans ta question, est-ce qu'il y a le côté entrepreneur, manager, propriétaire, entre autres, mais il y a aussi, plus tard, on va redévelopper un ensemble de il y a le leader, il y a toutes ces figures, qui ont un peu un imaginaire autour du management et qui est intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être qu'on est aussi en manque d'imaginaire, on y reviendra après, par rapport à la crise du management. Du coup, je voulais savoir s'il y avait eu vraiment des figures un peu... une sorte d'imaginaire autour du management. En fait, si ce n'est pas des auteurs, mais des figures types, si on regarde un ensemble de littérature sur le XXe siècle, début XXIe, on voit apparaître des personnages comme le marginal séquent, par exemple, comme le leader
inspirant et non pas qui donne des ordres. Exactement. D'accord ? Mais ça date de beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. Au Ah oui, musée du d'accord, management, ouais, on a des livres ouais. des années 30 On a l'impression qu'on est hyper qui gèrent déjà innovant. le débat. Les Ouais. bouquins de General Electric dans les années 50 vous disent un manager leads rather than commands. Il inspire et conduit plutôt qu'il ne donne des ordres. Donc c'est une idée très ancienne, mais qui évidemment doit être remise sur le tapis en permanence, parce qu'évidemment on peut se retrouver avec un certain nombre de dérives aussi. Hein. C'est une des raisons aussi des problèmes du management aujourd'hui. Hein. Enfin, on en parle tout à l'heure. Il y a ce fameux tournant gestionnaire qui a été théorisé par pas mal de chercheurs dans les années 80. Qu'est-ce qui a changé dans ce tournant gestionnaire, dans la manière de manager, et qui peut-être aussi pourrait expliquer qu'aujourd'hui on soit en crise managériale et peut-être un désamour aussi de la part des salariés, mais d'ailleurs des managers eux-mêmes. Oui, c'est un tournant. Il y a eu un tournant gestionnaire qu'on peut même. C'est un tournant en fait de la financiarisation Tout à fait. des entreprises, qui fut un tournant aussi presque civilisationnel. Dans quel En tout sens cas, certainement Ouais. Pourquoi politique. civilisationnel justement Civilisationnel parce que derrière, alors, ce tournant en sciences de gestion, il doit beaucoup euh, à deux auteurs en partie, enfin à la théorie de l'agence. Donc à Jensen et Meckling, il y a un article de 1976 qui va vraiment ensuite marquer les esprits et qui va faire une distinction entre le principal, l'actionnaire, et l'agent, qui donc le manager dirigeant. Avec cette idée, point de départ, c'est que ces deux acteurs ont des intérêts, ont leurs propres intérêts, des intérêts divergents. Et donc, tout ce qui va s'en suivre en termes d'idéologie, de discours idéologique, et aussi toute une panoplie de techniques associées, va être d'aligner, de faire en sorte que ces intérêts, les intérêts du principal et les intérêts de l'agent soient alignés. Donc va naître une des techniques, par exemple, qui sera qui va être mise en place à partir des années 80, mais surtout, par exemple, en France, diffusée, il faut attendre le milieu des années 90, les stock options. Ah oui, d'accord. Ouais. Et puis des techniques, des techniques de mesures, motivation, comme Economic Value Added, on va avoir plein de KPI. Oui. Et donc, pourquoi alors donc politique, parce que ça va correspondre à l'ère Reagan, donc outre-Atlantique. De l'autre côté de la Manche, ça sera Thatcher. Et puis nous, ça viendra plus tard. Hein. En France, il faut attendre plutôt, comme je disais, le milieu des années 90. Civilisationnel, parce que dans la langue même, dans l'intime, enfin, tous les aspects de la gestion, tu pourras rebondir là-dessus si tu veux, Albert, ou la performance, performer dans son couple, gérer son couple, etc. Il y a devenu un KPI en soi. Oui. Et puis civilisationnel, parce que, on faudrait revenir, mais là-dessus, pourquoi cette idéologie aussi a pris son essor ? Parce qu'il fallait accompagner aussi une montée en puissance de l'entrée des investisseurs institutionnels, donc aux États-Unis, avec le fait qu'ils portaient tout l'aspect, enfin toute la structure des retraites par capitalisation. Et ensuite, ces mêmes investisseurs institutionnels, les fameux zinzins, vont venir en France et le système va perdurer, en fait. Ça va s'installer en France et dans les pays limitrophes. Donc, on peut parler, même dans les films et autres, on a pu voir que l'aspect gestionnaire et ensuite la prise de pouvoir des financiers dans les entreprises sera reflété même dans la culture, dans le cinéma, dans le cinéma. Le Loup de Wall Street, des choses oui, comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir des réactions après ça. Si vous prenez Jack Welch, qui dirige General Electric dans les années 80 et qui est considéré pendant des années comme un des meilleurs patrons au monde, oui, à court terme, la valeur de l'entreprise a cru beaucoup. Il était fou après, de ça. Hein. On a payé les pots cassés, en quelque sorte, parce qu'on a oublié qu'il y a des entrepreneurs là-dedans, que l'entreprise est une aventure collective, qui a une générativité, une créativité. Schumpeter disait que l'entrepreneur n'est pas là que pour abonder du capital et du travail. Il se passe autre chose en plus. Et donc, progressivement, on s'est dit, il y a des parties prenantes, il n'y a pas que les actionnaires.
Donc, il y a un tas de papiers qui s'appellent, pour jouer sur les mots, From Shareholders to Stakeholders. Ça, c'est années 90, 2000. Et puis, tout ça, je résume, mais elle va aboutir, par exemple, en France, à la loi Pacte et aux sociétés à mission. Aux États-Unis, à Flexible Purpose Organizations. Et l'idée qu'on va réintroduire des vieux débats, en réalité. On parlait de cinéma, il y a des films assez anciens où on voit des conseils d'administration où s'opposent des gens qui privilégient stratégie long terme et d'autres profit court terme. Donc le débat est aussi Très vieux ancien, que les ouais. structures Rien de nouveau sous le capitalistiques soleil. dans lesquelles on est encore. Et donc, évidemment, dans l'histoire du management, il y a ces logiques dialectiques où on va aller trop loin dans un sens, ça va réagir dans l'autre, etc., avec des synthèses plus ou moins provisoires ou plus ou moins solides. Mais voilà, et donc il y a des modes managériales en même temps qu'il y a des mouvements de fond, en réalité. Donc si tout d'un coup on se met à parler de parties prenantes, c'est qu'on a oublié qu'il y en avait plusieurs. Si tout d'un coup on se met à parler de knowledge management, c'est qu'on a un problème de gestion des connaissances. Si tout d'un coup on se met à parler de méthode agile, c'est qu'on n'était pas tôt. De sens aussi, à un moment donné, Voilà. de purpose. Dans les années 90, en France, gros pas braquage, enfin si, on pourrait dire braquage si on veut, j'assume le lapsus, Ouais. mais on braque les projecteurs sur culture, sur sens. Exactement. Ça a un peu 80, disparu début 2000 et ça revient d'une autre façon aujourd'hui. Bien sûr. Quel sens on donne par rapport à la crise du management? D'accord, je manage, mais quoi? Et avec quel plaisir à le faire? Et pour quel but? Tout à fait. Ça a été documenté dans la littérature académique qu'il y avait ce mouvement, ce balancier. Et puis, de toute façon, rendons hommage à nos philosophes anciens qui le disaient. De toute façon, quand on pousse une force à son extrême, eh bien, c'est la force inverse qui arrive. Je vais y revenir dessus, mais c'est pour ça que moi, depuis 4-5 ans, je m'intéressais au transhumanisme. Je pense qu'on va y être encore pour beaucoup, qui apporte en fait un mouvement dit rationnel. Rationnel. On peut y voir de l'irrationalité dans le transhumanisme. Du lubris. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui s'oppose à chaque fois comme balancier, c'est rationalité, normativité. Alors ça, on peut très bien dire aussi qu'il y a aussi beaucoup de normativité dans le transhumanisme. Mais là, on est parti pour un retour. Enfin, la matrice taylorienne a toujours été là. Elle est présente. Mais Taylor ne reconnaîtrait pas, je pense, les formes très sophistiquées, déshumanisantes d'une sorte d'héritage. On peut faire la différence entre le taylorien et les tayloristes, comme on fait la différence entre la pensée marxienne et les marxistes, avec le taylorisme digital qu'on voit dans les entrepôts, et c'est l'algorithme qui devient le contremaître. Et juste pour l'anecdote sur Jack Welch, qui était le chantre de l'idéologie de la valeur actionnariale dans les années 80, est revenu dessus dans les années 2000 pour dire que ça avait été la plus mauvaise idée de tous les temps en management. Et on a vraiment, d'ailleurs... C'est la mode en ce moment de revenir sur ce qu'on a fait. La crise des subprimes et donc ensuite la crise bancaire, financière, économique 2008-2009 qui s'ensuit. On voit que c'est la fin de cette idéologie. Et par la suite, ensuite, peut-être pour laver les excès, on passe pour moi à une montée en puissance de la RSE et aussi de la prise en considération des parties prenantes, mais qui était, comme pour la responsabilité sociale des entreprises, des vieilles idées. Mais alors pourquoi aujourd'hui on peut parler d'une crise de management? Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a eu ces changements, il y a eu une volonté de transformer quand même les choses. On a vu que ça, excusez-moi du terme, déconnait en termes du côté actionnarial. On est reparti sur les parties prenantes. Donc pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a même une crise de l'entreprise, une crise des organisations et donc une crise du management. J'ai l'impression que c'est un vieux débat. Ça fait à peu près 10 ans que j'écris sur le sujet et il y a toujours les mêmes problématiques qui ressortent. Et effectivement, aujourd'hui, on ajoute une autorité algorithmique et donc une nouvelle complexité. Mais déjà, je voudrais comprendre pourquoi en fait, il y a un management en crise depuis si longtemps et qu'on n'arrive pas à se dépêtrer. Alors, je vois qu'il y a quand même des initiatives. Mais est-ce que c'est des rustines sans penser le fond? Parce qu'il y a la spécialité, je trouve, parfois humaine. Pourquoi Il faut peut-être prendre le débat aussi en commençant par dire quelque chose d'un peu provoquant peut-être. C'est qu'il y a plus d'endroits qu'on ne pense où ça se passe raisonnablement bien.
première chose. Mm. Deuxième chose, quand on balance des termes comme quiet quitting ou comme Oui, oui, oui. Conscious, unconscious unbossing. bossing, etc., Oui, c'est des c'est phénomènes. bien. Hein, oui. Ça braque le projecteur sur des trucs intéressants, mais attention aux mots, aux buzzwords, quoi, Bien aux sûr. mots un peu C'est faciles. mon côté comme les journaliste, pardon. générations Z, etc. Oui, Ouais, ouais. oui, mais. D'accord. Bien sûr. Ça, c'est une petite précaution. Ensuite, probablement, quelques éléments, et puis Anne-Laure pourra compléter. Il y a quand même Avec des plaisir. dérives et des abus qui sont plus nombreux qu'avant ou qu'on sait mieux repérer qu'avant. D'accord. On doit à Marie-France Irigoyen en France le fait d'avoir popularisé, si j'ose dire, le harcèlement moral comme notion. Et évidemment, en gestion, de façon très fondamentale, vous ne pouvez pas gérer quelque chose si vous n'avez pas commencé par reconnaître que ça existe. Bien sûr. Et donc, le fait de mettre des mots pour désigner les choses et que les gens se disent « Ah, mais ce qui m'arrive, c'est ça », ça, c'est de la gestion à partir de là. On peut mettre en place, on peut inventer des procédures, des comportements, des conseils et tout ce qu'on veut. Donc, il y a des dérives et des abus, mais qui sont liés aussi au fait qu'on a probablement construit des bateaux très, très gros et que bien malin qui a les épaules assez larges pour les piloter sans trop de problèmes. En quelque sorte, on a créé des machines qui sont compliquées à gérer. Ouais, Et compliqué, dans faut un le- monde aussi où probablement le dirigeant moyen, qu'il soit maire d'une commune ou patron d'une entreprise ou d'une entité d'entreprise, peut craindre de se réveiller un matin en apprenant des choses qui seraient contestables, condamnables, etc. Et donc, contrôler la combinaison de gérer l'organisation et de gérer aussi son image, sa réputation, ce qui en est dit, les comportements des collaborateurs, etc., devient redoutablement compliqué. On a aussi des gens qui disent pour quelques centaines d'euros de plus par mois, je ne vais pas m'embêter Oui, à tout prendre fait. des responsabilités. C'est un des- Ouais. c'est un- c'est Et- La un charge mentale Ouais. associée. ouais. Enfin, Ouais. il y a coût-bénéfice. probablement, on l'a vu avec ce qu'on a appelé les déserteurs dans certaines écoles, les étudiants qui ont fait des discours quand même assez violents, on peut dire, en reprochant à leur institution d'enseignement supérieur de ne pas avoir fait ou pas tout à fait assez ce qu'il fallait pour enseigner ce qui était nécessaire dans le monde qui vient. C'est que les gens se disent, mais en gros, je veux bien travailler mes équipes, être efficace, etc., mais je ne veux pas avoir l'impression de grimper au barreau d'une échelle qui n'est pas contre le bon mur. Vous voyez ? Parce que ça veut dire une perte de sens. Ça veut dire que les générations aujourd'hui sont en moyenne plus sensibles peut-être que la mienne, par exemple, à des compromis vie privée, vie professionnelle. À mon époque, on ne disait pas je ne peux pas venir à la réunion parce que j'ai piscine. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui disent vous êtes gentil, mais moi, je tiens à mon équilibre. Donc ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Mais si on regarde l'ensemble des systèmes qui doivent être pilotés, alors évidemment, si je rajoute les instabilités géopolitiques, etc., ça fait une quantité de stress. Il y a des gens qui ont les épaules pour ça, et puis des gens qui les ont moins. Et même les gens qui ont les épaules, en fait, le manager intermédiaire, il va se retrouver au carrefour Tout à fait. de contradictions, quelquefois difficiles, voire impossibles à gérer. Demandez aux ingénieurs dans l'affaire du Dieselgate, par exemple, qui ont préféré mentir plutôt que de remonter à la hiérarchie que les objectifs étaient impossibles à atteindre. Ça, c'est extrêmement grave. Une organisation où vous ne pouvez plus dire en tant qu'ingénieur, typiquement, l'ingénieur, c'est quand même ce qui arrive quand la science s'empare de la conception, historiquement. 1850, grosso modo. Et l'ingénieur, il ne peut pas dire au patron que ses objectifs sont irréalistes et il préfère tricher. Vous voyez ? Et donc, France en France. Voilà. Et donc, vous avez un tas de dysfonctionnements, mais qui ne sont pas juste l'addition de tempéraments plus ou moins adaptés. Le système fabrique ça Tout à fait. aussi. Et donc, les interrogations aujourd'hui, elles sont là pour beaucoup. Et après, bien évidemment, bien malin qui a la solution. Mais probablement, il va y avoir des évolutions assez importantes. Et d'un autre côté, se passer des grandes entreprises, je crois que c'est notre ami Jean Covici qui disait l'autre jour à une question qui était « Est-ce qu'on peut sortir du capitalisme ?» Et il répond « Je ne pense pas qu'on puisse ». Voilà, donc on est au carrefour de plein de choses, en même temps que le système, il a à la fois une inertie et une dynamique très importante. Pensez au moment du Covid, on a eu des petites boîtes agiles qui ont inventé les vaccins, mais des gros labos qui ont permis l'industrialisation mondiale. Ouais, on peut en parler. Ça me fait penser à la robustesse, en fait, le manque de robustesse. Exactement. Donc on va passer à de la robustesse, à de la résilience, à un certain nombre de choses. Si vous lisez des anthropologues comme Anna Tsing, elle vous parle de l'anthropocène et de finalement la troisième nature. On y reviendra peut-être, je ne veux pas monopoliser le débat ici, mais de plus en plus, nos jeunes diplômés, en tout cas moi les miens à Dauphine, dans le master que je dirige, mais c'est vrai pour
tas d'autres, sont conscients de tout ça et sont pas prêts à bosser dans n'importe quel monde et au service de n'importe quelle organisation. Ouais. Vous voulez Oui, je pensais à cette affaire du Dieselgate, pardon, donc c'était Volkswagen, sur la question des ingénieurs qui n'avaient pas remonté donc les informations et des mesures, en fait, des objectifs irréalisables. Je pense que c'est un cas typique, enfin, qui permet de montrer les excès de ce tournant gestionnaire où la mesure, en fait, c'est la loi de Goddard en Oui. économie. Lorsque la mesure devient un objectif, en fait, ce n'est plus une bonne mesure. Donc, on a eu toute cette montée en puissance des KPI et autres. Et donc, nos managers et ingénieurs, s'ils ont des fonctions, parce que c'est une fonction, on peut être ingénieur et être amené à manager, on passait plus de temps à cacher ou à faire ou à se tourner autour de tableaux Excel et KPI et autres qu'être sur le terrain ou être Ça rend malheureux, dans le ça aussi, travail ouais, réel. c'est sûr. Ouais. Et alors, pour la crise du management, alors, moi, je verrais 3 points, mais ça ne peut pas tout expliquer, hein, je vais simplifier. Alors, je crois qu'il y a aussi cette crise du management, je la mettrais dans un contexte qui date quand même. Alors, si on remonte à Hannah Arendt, c'est 1961, avec la crise de l'autorité, la remise en cause de l'autorité. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est qu'on a eu une perte de la figure des tiers. Alors, il y avait le juge, le savant, le maître, hein, mais je crois que cette autorité, elle a été remise en cause, ou en tout cas, à la fois dans les nouvelles générations, mais même au sein des entreprises, ça a été un des éléments qui peut expliquer la crise du management actuel. On parle du management Il y a- bienveillant, c'est ça un petit peu. Non, pardon. Alors oui, Je divague. ça peut être une réponse. Vous voulez dire que c'est venu en réponse? Non, bah, la figure d'autorité, parce que ça va avec la parentalité aussi, elle disparaît un peu et on a remplacé ça avec la bienveillance à toutes les sauces. Donc, Ouais. voilà, ça m'a fait penser à ça, en fait. Toujours le mouvement de balancier. Ouais. Je crois aussi que, mais tu l'as dit, Albert, la notion d'injonction paradoxale que peuvent vivre les managers intermédiaires, qui sont, et on a qui sont entre le marteau et l'enclume et qui vivent des moments très difficiles et qui sont liés à tout ce tournant gestionnaire à nouveau. Au niveau de la formation, en effet, je te rejoins. Oui, et aussi les réseaux sociaux. Ce qui est ressorti de là, quand je vois mes étudiants, enfin quand je les interroge, et je crois que ça rejoint les chiffres de Great Work to Place, qui est Great Place to Work. Ouais, On pardon. s'en fiche. On s'est compris. on s'est compris. Ça marche aussi. C'est quand même 9 salariés donc, sur 10 qui ne souhaitent plus ou qui ne souhaitent pas être manager. C'est énorme. Oui, Donc il y a une perte des vocations. Mais ils veulent quand même avoir des responsabilités. Donc c'est là le truc super intéressant. Ouais. C'est qu'en fait, les gens, ils ont envie d'avoir l'impression de participer à quelque chose. Il y a une tendance, pas tout à fait récente, mais qui a plus d'une dizaine d'années en France, qu'on appelle gouvernance adaptative, par exemple. C'est intéressant de voir au concret dans les entreprises qui mettent ça en place, pas forcément systématiquement, mais il y a des services ou des directions où ils ont mis ça en place. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui commencent par poser les différents rôles à tenir, sans forcément que ce soit préattribué. Ils se font un programme de travail. Ils partagent aussi leur humeur et comment ils se sentent, etc. Donc ça peut faire sourire, mais quelque part, important. ça veut dire qu'un bon raconting est mieux qu'un mauvais reporting, en quelque sorte. C'est-à-dire que si je me raconte aussi un peu moi, on essaie de voir où on va. Et à la fois, ça peut paraître un peu naïf, et en même temps, ça peut être assez subversif, parce que du coup, le leadership, il est réparti en fonction de qui est là, qu'est-ce qu'il faut faire, qui apporte des compétences, Donc, il n'y a etc. pas une figure qui concentre toutes C'est ça. le management, voilà, les rôles managériaux, et c'est réparti, c'est ça Oui. Et en revanche, évidemment, s'il y a un management, s'il y a une hiérarchie, elle est là pour veiller à ce que ce système fonctionne. Un pilote. Donc à l'extrême, entre guillemets, elle ne sert à rien. Sauf que si elle n'est pas là, ça ne se fait pas forcément Bien tout sûr. seul. L'histoire est longue des expériences autogestionnaires qui ont leur intérêt et aussi leurs limites. Mais les systèmes bureaucratiques aussi ont leurs intérêts et leurs... Oui, c'est pas leurs soit limites. ou il y a et, en fait, on peut faire les deux, en fait, je pense. C'est moi, peut-être je des ne grandes crois- erreurs. Moi, je ne crois pas à un avion sans pilote, en fait. Hein. Je
crois Ah, que... donc là, on vient à Mais la en question, fait, la disparition des managers, vous n'y croyez pas? ah oui, 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 je crois que... Bah alors, bon, Non, parce que ça a moi, été la grande mode de l'entreprise libérée, vous savez. Oui, oui, mais Zeitgeist. c'était... Alors, ça venait même de travaux antérieurs. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, oui, Mm. oui. Et puis, il y avait des cas cliniques, hein, et ça avait été étudié. Donc, c'était... Non, mais ce fut intéressant, hein, de mettre... Une mais expérience. il y a des limites. Et puis, il y a eu des travaux d'une sociologue, Jo Freeman, dans les années 70, qui parlait qui avait montré que de mettre à terre la hiérarchie formelle, officielle, en fait, c'était désastreux parce qu'il y avait des poches de hiérarchie informelle qui se recréaient avec des jeux de pouvoir, de cours, des effets toxiques associés. Donc, en fait, je crois que... Enfin, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais je pense que les strates hiérarchiques, d'avoir des sociétés, des organisations extrêmement plates, c'est délétère. Et puis, alors moi, je suis très... Alors là, Fayol, j'en reviens à Fayol. Moi, je crois vraiment à cette idée, unité de direction, donc à la tête, le pilote. Unité de direction, il faut un chef, D'accord. un seul chef, donc pas de structure bicéphale. Hein. Je crois beaucoup à ça. Et l'unité de commandement. Parce que les injonctions paradoxales, on peut les trouver, par exemple, dans des structures matricielles ou quand vous avez au moins 2 chefs. Et je crois à l'idée qu'un subordonné, ou maintenant qu'on appelle collaborateur, d'ailleurs c'est intéressant comment, doit recevoir des ordres d'un seul chef, d'un seul N+1. C'est une question qui traverse Je suis pas un peu mal réac, hein. l'histoire du C'est management. pas grave, il faut assumer quand on est réac. C'est-à-dire, c'est pas parce Un qu'il chef. y aurait plus de manager qu'il y aurait plus de management. On peut au moins se poser la ça, j'aime question, beaucoup. qu'est-ce que c'est qu'un pilotage Donc collectif? ça, on déconstruit, c'est bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a On des doit pas être d'accord, expériences c'est célèbres en management. C'est Kurt Lewin dans les fin des années 30, début Ouais. 40. J'ai pas le temps de détailler, mais en gros, ça fait 85 ans qu'on sait que sous certaines conditions, il y en a, Mhm. le démocratique participatif, c'est comme ça qu'il appelle les groupes dans lesquels le leader prend la vie et où on fabrique ensemble les objectifs à atteindre et comment on les atteint. Ça fait 85 ans qu'on sait que c'est plus efficace. Que Donc quoi là, on parle de sociocratie ou pas? Ou je me trompe? On peut y venir. Oui, ouais. Lévin ne mais le parle pas de principe, sociocratie, mais à la racine, Hmm. il y a l'idée que Lévin dit Taylor, le problème, c'est que, alors c'est super efficace, mais on s'ennuie, on n'apprend rien, ça a un coût en valeur de vie. D'accord ? Son premier article à Lévin, c'est 1922 sur Taylor. Et ensuite, il va développer les notions de dynamique de groupe et les notions de participation, d'ailleurs de modèles de changement, etc. Et donc, il va développer cette idée que le taylorisme, il faut garder l'héritage, mais il faut le faire fonctionner, je cite, avec la pleine et entière participation du personnel. D'accord ? Ça a son côté éventuellement un peu naïf, parce qu'effectivement, ce qui traverse l'histoire du management, c'est un peu ce que McGregor, qui était doué pour les formules choc et se faire connaître en mettant des étiquettes qui allaient bien, a appelé théorie X, X théorie et Y. ouais. D'accord ? C'est-à-dire, en C'est gros... toujours bon, les labels, oui. Oui. Ça marche bien, ça vend bien. Ça faisait sourire En Peter conseil, ça vend Drucker. bien. Ouais. Ça faisait sourire Peter Drucker qui a jamais donné Ah. là-dedans, bien qu'ayant écrit des milliers de pages. C'est oui, c'est bien débrouillé là sur ce coup-là. Ah. Marketeux. Bon, ouais. mais donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut tenter le participatif. Et puis, si ça marche pas, on peut avoir un comportement plus autoritaire. Comme disait il y a longtemps Jacques Mélez, un consultant connu en France dans ce qu'on appelait l'approche système ou l'approche systémique. Il disait le participatif, le systémique, c'est génial, mais quand vous avez des gens en face de vous qui veulent rien comprendre, un bon coup de pied aux fesses, ça peut marcher aussi, d'accord ? Donc le manager ou la manageuse, n'oublions pas, il va être toujours à faire un compromis avec le meilleur discernement possible pour obtenir des gens ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent devoir être obtenu d'eux. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Parce qu'on peut passer de l'autorité à l'autoritarisme. On parlait du Dieselgate. Mon collègue Armand Hatchel a appelé dans une chronique dans Le Monde « césarisme d'entreprise », le comportement de ces grands patrons qui gouvernent à l'emprise et à l'autoritarisme. Et donc, c'est une des questions importantes en management. C'est jusqu'où on peut aller dans l'autorité. Si l'autorité est inspirée, pourquoi pas, mais où il faut faire attention, où on met les pieds. L'autorité de compétence, l'autorité de... Donc, c'est intéressant de voir les expériences récentes d'entreprises libérées, de sociocratie, d'holacratie et ce genre de choses, parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de reset. On va remettre à zéro, en quelque sorte, ou voire au niveau -1,
les relations et les rôles, etc. On va oublier momentanément l'organigramme. De certaine façon, moi, quand j'organise des ateliers de conception innovante avec des gens qui sont là en créativité pour faire de l'innovation, on annule aussi ça. On a une expérience où il y a un groupe donné qui va avoir entre eux les relations qu'il faut qu'ils aient, indépendamment d'un organigramme, on va dire. Bon. Mais d'un autre côté, ce n'est pas par hasard si les entreprises libérées ont surtout été des entreprises de 500, 700, 1000, allez, Il y a la taille. 1500 personnes. Et ça n'a pas empêché certains groupes de mal tolérer que certaines entités essayent ça, parce que en moyenne, les patrons, ils n'aiment pas trop le participatif et l'autogestion si c'est poussé au-delà d'un certain seuil. Je caricature dans le temps qu'on a, mais aussi, il y a des patrons progressistes dans l'histoire. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on a fait aussi le musée du management, c'est pour contribuer à restaurer des fondamentaux, comme disait Anne-Laure Fayol, mais on pourrait parler de Marie Parker Follett, on pourrait parler de Chester Barnard, on pourrait parler d'un tas de gens Nos géants. voilà, qui ont pensé les choses. C'est Drucker qui disait le management est à la fois une technologie et une humanité. Oui. On pourrait dire que c'est à la fois un art mécanique et un art libéral. Drucker défendait ça aussi, super intéressant. Ça veut dire le management a une nature technique. Donc on peut lire Simondon quand on étudie les techniques managériales, les instruments de gestion, les méthodes, les outils, voire les machines de gestion. Et puis par ailleurs, c'est des gens avec leurs valeurs, etc. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur les paradoxes, les contradictions, il y a un côté très quotidien. Drucker raconte une anecdote dans un de ses bouquins, dans les années 70. Il dit, finalement, d'accord, on met en place le management par objectif, mais on laisse la latitude, et il cite le cas d'un manager qui, je cite, par rapport au reporting, protégeait le vieux Jim qui se retrouvait tout seul. Sa femme était partie, il picolait un peu, donc il n'était pas du tout aussi efficace que la moyenne des autres, mais c'est bon, on couvre. Il y a quand même aujourd'hui des systèmes de reporting automatique où ça devient compliqué de couvrir. Oui. D'accord ? Donc ce rôle-là, assez fondamental du manager qui a la sagesse de gérer les gens tels qu'ils sont, et pas seulement tels qu'ils devraient être à 120% de leur capacité, d'accord ? Cette espèce de culte de la performance, on fabrique, comme dirait Olivier Hamon, des systèmes plus fragiles qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, à force de vouloir tout optimiser, vous créez des chaînes de fragilité, alors que la robustesse a de meilleures propriétés. Et donc c'est assez inspirant en ce moment de prendre ces histoires de robustesse et autres. Et puis enfin, on a aussi des problèmes de transition, développement durable, transition écologique, enjeux climatiques, qui font qu'on a, comme dit Anna Tsing, une première nature qui est la nature, la vraie, si j'ose dire, une deuxième nature qui est la ville, l'industrie, le béton, etc. Puis une troisième nature qui arrive à la première quand elle essaie de survivre dans la deuxième. Et comment justement on redonne ces lettres de noblesse au management en fait ? Est-ce qu'il y a des choses à faire en fait à part voilà, je vois qu'il y a des choses qui se transforment, donc il faut les mettre en exergue. On aime bien les rôles modèles, on aime bien montrer ce qui fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui on tire à boulet rouge sur le manager. Enfin, il y a un peu un manager bashing quand même. Donc est-ce qu'on peut redonner ces lettres de noblesse au management ? Et j'enchaîne avec la prochaine question, parce que je vois que le temps passe. C'est aussi surtout à l'ère de l'IA. C'est-à-dire, est-ce que l'IA, ça permet pas justement de repenser encore plus le rôle du manager, notamment du manager de proximité, ou alors voilà, il y a un questionnement sur l'identité professionnelle justement par rapport à l'arrivée de l'IA. Qui nous sommes en tant que travailleurs, en tant que manager, face à une IA qui fait des reportings, etc. Oui, tout à fait. Pardon, c'est un concentré de questions. C'est ça. Des entreprises. Donc, non, j'en profite pour... j'en profite. Là, c'est un clin d'œil à mon co-auteur, Jean-Claude Sac. Il sera content. Jean-Claude Sac, c'est pour toi. Jean-Claude, c'est pour toi. Non, mais si tu nous entends. Parmi les... Voilà, exactement. Parmi les... Donc, dans ce livre, Manager de temps de crise. D'accord, okay. Manager de temps de crise, avec cette idée, de toute façon, la crise, on est en crise depuis toujours. Le management est en crise et le management est en situation aussi de crise et ne vit que des crises. Et finalement, c'est le quotidien des managers depuis des décennies. Non, pour redonner toutes ces lettres de noblesse au management, il y avait cette idée aussi d'en finir avec l'idée, enfin dans cet ouvrage, mais en fait, on le retrouve dans les dual career ladders, où l'idée que le management, c'était arriver au poste de manager, c'était souvent soit l'ancienneté, et c'était aussi pour remercier, c'était une façon... Une promotion, en fait. Oui, c'était une promotion, exactement. Donc, une compétence, forcément. Et
pour nombreuses personnes, en fait, ce n'était pas spécialement une vocation. Ils n'avaient peut-être pas les compétences, l'appétence, mais c'était le chemin, le seul chemin possible, en fait. Et l'idée, ça serait, par exemple, Jean-Claude Sac me disait, mais il faudrait pouvoir passer du siège au terrain. Ça serait une super promotion. Et pas l'inverse. Okay. Et on retrouve ça. Et l'idée que un expert puisse avoir une ascension en restant expert, en fait. Et de plus en plus de boîtes qui pensent à ça. Quoi. Oui. Et pour pouvoir laisser la place à ceux qui veulent vraiment manager, laisser cette fonction, en fait, de management à ceux qui veulent vraiment manager. Peut-être dans cette ligne, et peut-être l'identité au travail. Si je résume à la serpe en une phrase, c'est qu'il faut faire soi-même des choses, d'une façon ou d'une autre. Le débat sur les machines, il est ancien. On trouve dans des minutes des discussions de l'Association américaine des ingénieurs en mécanique, où étaient Taylor et d'autres, en 1922, une discussion sur transference of skills aux machines. Parce que Taylor, c'est l'atelier, mais après, c'est les grands parcs de machines, y compris Ford, etc. Transfert de compétences aux machines, 1922, d'accord ? Avec quel genre de machine on joue là, avec les IA et les IA génératives? C'est cognitif. Ah, tu passais déjà sur l'IA. Okay. Et donc, je n'ai pas encore répondu à ça. Deuxièmement, donc, faire soi-même des choses. Et on peut très bien avoir un tas d'IA qui font un tas de trucs, du moment qu'on reste maître à bord, si je le dis de façon un petit peu simpliste, certes, mais enfin quand même, on peut faire des choses avec, comme on a toujours fait des choses avec un tas de machines. Peut-être avec l'IA, ce qui est compliqué, c'est que probablement, et paradoxalement, on n'a sûrement jamais rien créé d'aussi humain, tellement ça nous ressemble, puisque ça va piquer dans tout ce qu'on a déjà produit depuis le plus longtemps possible. Deuxièmement, le management a une nature technique, ça veut dire qu'on peut parler en management de ce que ça veut dire peaufiner un geste technique sur des années, un peu comme un charpentier ou un artiste. D'accord ? Autrement dit, on parle de style de leadership, par exemple. En fait, quand on apprend quelque chose d'un peu compliqué, à jouer d'un instrument de musique, par exemple, mais à être un bon manager ou un bon leader, on commence par des mouvements, on intègre ça dans des gestes, et puis peut-être un jour, on a un style. Autrement dit, le style de leadership, c'est pas un truc comme ça, c'est pas issu d'un test de personnalité à 4 couleurs, c'est un truc qui s'apprend... Je connais la ref, j'ai la ref. C'est un truc qui s'apprend sur la longue période. Bien Donc, sûr. est-ce qu'on laisse le temps aux gens de peaufiner leur style au sens de peaufiner un geste technique? Donc ça veut dire qu'il faut rester dans son poste assez au longtemps. Sens noble, rester dans son poste ou pas. On peut concevoir les parcours, et je veux dire, je ne suis pas en train de... Il y a plein de RH qui doivent faire ça, ou de responsables qui doivent faire ça bien. Troisièmement, les fondamentaux, responsabilité, rationalité, enfin, les grands auteurs, Fayol, Follett, Barnard, manager, c'est cultiver la responsabilité chez les autres. Mary Parker Follett, expérience créative et pas seulement expérience vérificatrice. D'accord ? Donc, il faut de la liberté. Et puis enfin, je cite ça parce qu'on a fait avec la Cité de l'économie l'année dernière une expo qui s'appelait Allez hop au travail, dont j'ai eu l'honneur d'être commissaire d'exposition. Et il y avait une rubrique « Et demain ». Et je me suis dit, et j'ai repris d'une exposition qui avait été organisée à l'APEC sur les métiers de demain, et j'ai transposé ça en management, et on a proposé 4, j'en avais fait un peu plus, mais 4 ont été retenus, de titres de fiches de poste pour le futur, comme ça, pour dire qu'est-ce qu'on aurait. Parce qu'il faut quand même rester un peu positif sur le fait que, les techniques évoluent, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on en fait J'espère qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Expert en sciences des conséquences. Jacques Ellul disait déjà, on est très mauvais pour prendre en compte les conséquences négatives des choses. C'est quoi le discernement technologique, par exemple, comme disent Philippe Biwix et d'autres? Expert en sciences des conséquences. Manager de l'inconnu. Ça veut dire quoi? Explorer l'inconnu de façon structurée. Tu m'as fait le plaisir de citer mon livre sur piloter le raisonnement créatif. C'est un bouquin qui explique comment on monte des ateliers qui organisent l'innovation au sens d'un pilotage structuré, d'une exploration structurée de l'inconnu. Technomanageuse des coordinations humains-non-humains. D'accord ? Et avec le juriste des non-humains qui va se demander quelle est la personnalité morale d'une IA. Travail hybride, on se demande en gestion comptabilité des équipes écologique. Et mes amis Alexandre Rambaud et les autres de la chaire comptabilité écologique, c'est quoi la personnalité morale d'une rivière et quelle dette on contracte quand on pollue? Ou d'un arbre. Voilà, parce qu'on parle beaucoup d'IA au passage, mais
d'accord, c'est un impératif, l'IA, et on dit il faut y aller, mais le développement durable aussi, hein, il faut y aller, il y a la gestion des transitions. Et curieusement, on en parle un peu moins, parce que c'est Ça rapporte moins d'argent aussi, redoutablement hein, t'es rigolo. plus difficile. Et un dernier exemple, manageuse conceptrice des coordinations massivement multijoueurs. Ça, c'est Oula. piqué aux jeux de plateforme genre World of Warcraft. Ah oui, d'accord. Coordination des massivement multijoueurs, ça veut dire on va avancer, mais il faudrait dans l'idéal avancer à un paquet de millions de personnes en même temps, pas juste des sous-groupes ici et là. Et donc ça pose des problèmes redoutables en management. C'est comment on a une action qui coordonne un très très grand nombre de personnes à la fois, en fait. Ouais, Voilà, tout à donc fait. c'était un petit exercice comme ça, Mais c'est bien, un peu prospectif. ça met de l'optimisme. Et ça donne de la Ouais. pêche, quoi. Voilà, Ouais, on ça se donne de dit, la pêche, tiens, parce que c'est moi, bon, j'étais plus pessimiste. Bah, c'est comme ça, il y a les deux équilibres. Alors du coup, Parce que moi, sur sur l'IA, le temps long, parce qu'il faut du temps, tu disais pour le style et autres, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce temps qu'on n'accordera peut-être pas à nos jeunes, à nos étudiants, nos jeunes diplômés. c'est Parce ça. que alors, pour nous, on va dire que... monter en pouvoir y- compétences dont tu parles, c'est ça? Oui, Mm. oui, oui. Oui, il y a Pour le fameux l'arrivée job de- apocalypse pour les jeunes, effectivement, Ouais. notamment aux États-Unis. qui est aux déjà marqué. États-Unis, oui, oui, bien sûr. Est-ce tu veux peut-être réagir sur l'IA, ce qui resterait, je vois que le temps file. Pour et l'IA, alors, peut-être sur le premier point, je pense que l'IA va pouvoir jouer ce rôle. Hein, tu disais, Albert, la première figure, maîtriser les conséquences. Oui, il faut faire soi-même des choses. Et puis oui, Ah oui, non, sur les expert effets. en sciences des conséquences. Expert en sciences des conséquences, ça, une IA. Alors, dans les IA les scénarios, génératives, en fait, un peu. oui, oui, Mm. les IA génératives, en fait, à base de LLM, peuvent le faire, mais bon, on restera sur de la statistique et du prochain token. Mais moi, je crois beaucoup, il faut suivre Yann Lequin. Mm. Je crois beaucoup avec l'arrivée des world models que ce type d'IA pourra jouer ce rôle. En revanche, la gestion de l'inconnu ou prévoir l'inconnu, c'est ça, c'est d'être. Alors ça, je trouve ça extraordinairement. Un mage, Pas prévoir, un mage explorer l'inconnu. manager. Oui, prévoir, parce que je pense que c'est comme prévoir non. l'avenir. L'avenir est jamais. Explorer l'inconnu. Et juste- toujours ce qui ouais. n'existe Et pas. pour Encore. l'avenir du management, toi, tu perçois comment, pour conclure peut-être, avec IA évidemment. Désolée, je suis un Alors, peu. Moi, à nouveau, peut-être mon côté pessimiste, j'ai peur d'une polarisation du management. Comme je vois pour le luxe. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle interroge ce qu'il y a d'humain dans l'humanité. Et s'interroger sur qu'est-ce qui est proprement humain et un être humain dans un corps, l'émotionnel, L'expérience, ouais. même on peut aller jusqu'au spirituel, psychisme et ensuite spirituel. Mais j'ai peur d'une polarisation au sens, finalement, garder un management humanisé et autres pour certaines élites, les talents, pour retenir les talents et autres, et un management déshumanisé, algorithmique, pour le reste des collaborateurs. En somme, comme au niveau du luxe, ce qu'on peut voir, c'est on peut s'attendre à ce qu'il y ait un service personnalisé qui va pour du premium ultra luxe, qui sera, vous aurez en face de vous Je comprends. un être humain, d'accord ? Et pour le reste, le mass market, vous aurez des robots humanoïdes. J'ai jamais pensé avec à ça. IA. Hyper intéressant. Au niveau du luxe, je pense que c'est ça qui va je se veux dire profiler. cette analogie avec le management, en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, je pense qu'on peut s'attendre à cette polarisation, mais c'est qu'un essai de... C'est un futur possible. Il peut y avoir plusieurs futurs. Et alors l'avenir, impossible. Et de toute façon. tu as d'autres scénarios à nous partager optimistes ou non sur le futur du management? Il y avait du management avant, mais il n'y avait pas des gens qui étaient payés pour être Exactement. manager. Bien Ah oui. sûr. D'accord. Ouais. Le manager professionnel apparaît pendant la première moitié du XXe siècle. Tout Et à donc, fait. on pourrait dire que ça peut aussi disparaître. Bah oui. Et ça serait quoi alors du coup un manager? Les managers, mais non professionnels. Des amateurs, quoi. Non, ça veut dire... Là. Voilà, c'est pas parce que je suis manager que je peux tout manager, d'accord. Ah Ça oui, dépend d'accord. des situations. C'est ce que tu, Ouais. tu Et donc, évoquais tout à l'heure Et peut-être donc, avec le on partage. pourrait revenir, mais pas revenir, avoir des formes futures de management qui ne passent pas nécessairement par des gens qui seraient managers professionnels et qui ne feraient, entre guillemets, que Je manager. comprends ce que tu veux dire. Parce que si on dit ça, on oublie qu'on manage des choses, qu'il y a des raisonnements qui sont tenus, qu'il y a des gens qui sont là. Enfin, et donc, comment on reconstruit à partir des situations? C'est ça qui est difficile.
Et comme on a créé des très gros bateaux, comme je disais tout à l'heure, Bien sûr. c'est pas absolument évident de faire un reset Tout à fait. comme ça. Et puis hop, on repart. La page blanche, elle n'est pas blanche du tout, la page. Bah écoutez, Elle n'est merci. pas blanche et Ah, surtout tu veux elle est... finir? Non, non, non. Non, mais conclue, Et vas-y, que vas-y. personne ne peut la prédire. Ouais, et c'est ça qui est beau aussi en même temps. Ouais. Oui. Et même Musk, qui nous promet la fin du travail Ah oui, d'ici, c'est ça. peut-être 2035. le Enfin, revenu- d'ici avec là, le il y aura revenu aussi universel, le fait qu'on va éventuellement. s'installer, parce qu'on peut aussi... Et le futur du management, ça peut être aussi le futur du management sur Mars. Pour... Non mais... Oui, On et va peut-être loin. Pour pas, il va y finir, avoir... pour pas finir sur Musk, il y a peut-être des fondamentaux du style tiens, Tu peux pas finir sur Musk. on a moins besoin de travailler et si on partageait. Mm. D'accord Revenu est-ce- universel. Voilà, oui, enfin, il y a plein de façons de partager ouais. les choses. Là encore, c'est de la coordination à beaucoup. Vous voyez, on ne peut pas Gortz, laisser ouais. tomber les gens Bien comme sûr. ça en disant débrouillez-vous. Enfin, si, il y a des gens qui font ça. Mais Fayol disait prévoyance, scruter l'avenir Mhm. et organiser les solidarités du corps social. Il ne faut pas oublier la deuxième partie. Bien sûr. Prévoyance. On finit avec ça. Merci C'est beaucoup beau. pour Merci. cet échange. Merci, Laure. Optimiste. Merci, Oui, Laure. on finit sur une note optimiste, c'était quand même important. Merci beaucoup à tous les deux.